Bomingo et Lombe. Il était une fois, dans un village du Congo, isolé et perdu dans la nature, vivait un jeune homme qui s'appelait Bomingo. Il vivait avec ses parents et sa grande sœur, qui était la fille la plus belle du village. Tous les jours, elle sortait pour travailler avec les autres femmes, puis le soir, elle discutait et s'amusait avec ses amis. Elle s'appelait Miezi. Tout le monde l'aimait car elle était très sociable et très jolie. Quant à Bomingo, il restait dans la case familiale à l'abri des regards. Il ne voulait pas être vu. Pourquoi ? Eh bien, parce que notre héros était en fait le plus gros du village. Dès sa naissance, il souffrait déjà de surpoids. Pourtant, dans sa famille, tout le monde était fin sauf lui, à son grand désarroi. Le jeune Bomingo avait malheureusement honte de lui-même et refusait de sortir car chaque fois qu'il était vu, les habitants du village n'hésitaient pas à se moquer de lui. Ils le surnommaient en riant Bomingo le Gros. Autant dire que sa famille ne l'aidait pas non plus. Sa grande sœur, la belle Miezi, était tellement attachée à son image de jolie fille sociable, populaire et aimée de tous, qu'elle évitait sans cesse d'être en présence de son petit frère. Quant à ses parents, ils se disputaient souvent. En effet, le père avait tendance à accuser la mère d'infidélité, refusant de réaliser que Bomingo était bien son fils. Il pensait sans cesse que cet enfant n'était pas de lui alors que sa femme était pourtant droite et fidèle. Bref, la vie n'était pas facile pour notre héros. Afin d'oublier sa solitude et occuper son esprit, Bomingo passait ses journées dans la case familiale à tisser et à faire des travaux d'aiguille. Son travail était très raffiné et remarquable, de magnifiques tissus colorés qui suscitaient la curiosité et l'émerveillement des autres. Hélas, la mentalité des villageois rejetait encore le jeune homme car pour eux, le travail d'aiguille était réservé aux femmes et qu'en tant que jeune homme, il se devait de se consacrer aux activités telles que la chasse ou le travail dans les cultures de coton, de manioc, de maïs ou de sorgho. Chaque jour, sa grande sœur Miezi lui répétait sans cesse « Bomingo, arrête d'utiliser ce métier à tisser. C'est un travail pour les femmes, pourquoi tu ne fais pas comme les autres ?» Bomingo répondait alors « Je ne veux pas faire comme les autres, je veux faire ce que j'aime faire. » Le temps passa et Bomingo continuait son ouvrage sans se soucier des jugements ni des discours incessants de son entourage. Un jour, Miezi alla tôt le matin chercher de l'eau à la rivière. Seulement, la journée passa et la nuit venue, elle n'était toujours pas rentrée. En temps normal, 1 heure aurait suffi à la jeune fille pour apporter l'eau. Les parents s'inquiétèrent et décidèrent d'interroger les amis de Miezi. L'interrogatoire ne donna rien. Personne ne l'avait vue de toute la journée. Personne ne l'avait croisée. Bomingo et ses parents passèrent la soirée et une partie de la nuit à interroger les villageois dans l'espoir de trouver quelqu'un qui l'aurait vue. Épuisé, le père convoqua le chef du village en pleine nuit, complètement paniqué. Ce dernier lui promit de donner l'alerte dès les premiers rayons du soleil. Le lendemain matin, tout le monde apprit la disparition de Miezi. Des recherches furent organisées et tout le village se mobilisa pour retrouver la jeune fille. Ses amis mirent tout leur cœur en parcourant des kilomètres et des kilomètres à la recherche du moindre indice. 2 jours passèrent et toujours rien. Bomingo voulait accompagner les amis de sa sœur dans leur expédition, mais ces derniers refusèrent, prétextant qu'il allait les retarder. « C'est inutile, tu n'as pas besoin de venir avec nous, on est assez nombreux, et puis tu ne marches pas assez vite. » Le jeune homme n'insista pas. Soudain, à ce moment-là, un des amis de Miezi, le jeune et fort Idrissa, qui cherchait plutôt à être le prétendant de cette dernière, reconnu par sa carrure et son athlétisme, se précipita vers les parents, brandissant un collier, une immense plume rouge, ainsi qu'une poterie cassée. Les parents de Bomingo reconnurent immédiatement leur poterie et le collier que portait quotidiennement leur fille Miezi.
En voyant la découverte d'Idrissa, ils furent de plus en plus inquiets, se demandant ce qu'il s'était passé. La plume rouge, qui faisait au moins 3 fois la taille d'un homme, attisa leur curiosité. Ils apportèrent la mystérieuse plume au chef du village, qui sursauta en la voyant. « Où avez-vous trouvé ça ?» Idrissa indiqua la position exacte de sa trouvaille. Le chef se laissa tomber sur le tronc d'un arbre couché. Il s'écria: « Dans toute la faune et la flore de notre planète, il n'existe pas d'oiseau qui possède des plumes de cette taille et de cette couleur. Cette créature qui en possède est un grand oiseau rouge, et cette bête n'est rien d'autre que la métamorphose du sorcier le plus puissant de notre pays. Votre fille a certainement été enlevée par cet homme monstrueux. » Les parents restèrent sans voix, ne voulant pas croire une situation si terrible. Le chef du village reprit la parole. « Ce sorcier enlève des personnes jeunes et en forme pour accomplir ces rituels qui fortifient ses pouvoirs. J'ai bien peur que votre fille ne meure d'ici la prochaine pleine lune. » Le père cria: « Dites-nous comment la délivrer !» Le vieil homme répondit: « Hélas, votre fille est condamnée. Le repère de ce sorcier est bien trop loin, et même si vous y arrivez, il n'hésitera pas à vous tuer. » Les amis de Miezi demandèrent au chef du village la route qui les mènera au repère du sorcier. Le vieil homme refusait, mais ils insistèrent tant qu'il céda, impuissant face à la détermination et à l'agitation de ces jeunes gens dévoués, prêts à retrouver leur ami Miezi. Ils se préparèrent rapidement. Tous se mirent en route. À la tête du groupe, le jeune Idrissa, confiant et sûr de lui. En réalité, le jeune homme plein d'espoir voulait sauver la belle Miezi et ainsi implorer sa main à ses parents, qui accepteront certainement par reconnaissance. Du côté de Bomingo, il marchait à l'écart, suivant le groupe de jeunes gens. Il avait emmené avec lui une torche, des provisions et son plus beau tissage. Quelque chose lui disait que cela lui serait très utile. Il suivait les amis de sa sœur à quelques mètres de distance. Seulement, notre héros avait du mal à tenir le rythme. Sous ce soleil de plomb, les jeunes gens s'éloignaient de plus en plus jusqu'à ce que Bomingo finisse par les perdre complètement de vue après des heures de marche. Bomingo était si habitué à se cacher dans la case familiale pour tisser, il n'avait pas l'habitude de marcher vite et longtemps. Le voyage ne fut pas facile pour lui. Lorsque le soleil se coucha, le jeune homme, ne voyant plus le groupe d'Idrissa, se contenta de marcher tout droit, espérant les retrouver plus tard. Il trouva un coin pour passer la nuit, alluma un feu et s'endormit. Le lendemain, Bomingo continua son voyage. Il marcha longtemps et aussi vite qu'il pouvait, mais notre héros ne parvint pas à rejoindre les autres. Il essuya son front en sueur, se disant « Ils sont bien plus rapides, et qui me dit qu'ils sont déjà arrivés en ce moment même ?» Il continuait de marcher, essayant d'ignorer la faim, la fatigue et la chaleur. En voyant une source d'eau, il décida de faire une courte pause. Il s'y précipita pour étancher sa soif, soulagé et heureux de pouvoir se rafraîchir. Il s'installa, puis malgré lui, Bomingo ferma les yeux, puis s'assoupit. Quelques instants plus tard, il fut brutalement réveillé par des grognements menaçants. Il regarda autour de lui, puis aperçut avec horreur une horde de hyènes qui s'approchait dangereusement d'un frêle petit garçon venu chercher de l'eau. L'enfant reculait doucement face à ces bêtes affamées. En voyant cette scène, Bomingo ne perdit pas une seconde. Il alluma sa torche et se précipita vers les hyènes en hurlant et en agitant sa torche. Le jeune homme espérait les intimider par le feu. Les hyènes regardèrent derrière elle et le petit garçon profita de cet instant d'inattention pour s'enfuir.
Bomingo, dans sa course, priait du fond de son cœur pour faire face à ce danger. Pris d'un élan de courage, le jeune homme agitait sa torche allumée d'une main et son baluchon d'une autre, prêt à frapper. Les hyènes, surprises par les flammes, prirent la fuite. À la fois étonnés et rassurés, Bomingo les regardait partir. Quelques instants plus tard, il sentit quelque chose toucher sa main. C'était le petit garçon qui était revenu, lui tenant la main, les yeux pleins de reconnaissance. Il remercia Bomingo et ce dernier lui demanda « Où habites-tu ? Je vais te raccompagner chez toi, c'est plus prudent. » L'enfant vivait avec sa grand-mère. Il guida Bomingo jusqu'à une petite case isolée. Une vieille femme se tenait à l'entrée. Le petit garçon courut vers sa grand-mère, lui racontant tout ce qu'il s'était passé. Après avoir écouté son petit-fils, elle s'adressa à Bomingo. « Que Dieu te bénisse, jeune homme. Merci d'avoir aidé mon petit-fils. » Il répondit modestement. « Ne me remerciez pas, grand-mère. Dieu merci, nous avons été épargnés des crocs de ces hyènes. » Elle demanda alors. « Qu'est-ce qu'il t'amène ici? Tu viens de loin ?» Bomingo lui raconta sa quête. « En réalité, j'ai quitté mon village pour chercher ma grande sœur qui a été kidnappée par le sorcier le plus puissant de notre pays. Je cherche son repère, mais je me suis perdue en chemin. » La vieille femme écarquilla les yeux. « Oh, mais je le connais! J'ai déjà eu affaire à lui dans le passé. Je ne sais pas s'il a changé de repère pendant toutes ces années, mais je vais t'indiquer le chemin. Laisse-moi te dire que tu cours un très grand danger. » Bomingo semblait ignorer l'avertissement de la vieille femme. En voyant la détermination du jeune homme, cette dernière lui indiqua en détail le chemin à prendre. Elle l'invita chez elle, mais comme le jeune homme était pressé, elle lui offrit de la nourriture ainsi qu'une décoction de plantes qui aide à lutter contre la fatigue. Avant de reprendre son voyage, Bomingo alla chercher de l'eau pour ainsi éviter au petit garçon de prendre de nouveaux risques. Après cela, il fit ses adieux et se mit en route. Tout en marchant, le jeune homme réfléchissait à un plan pour sauver sa sœur. Il se dit alors « Je ne peux rien faire contre ce sorcier, mais ma seule arme sera… » Un bon jeu d'acteur. Mais oui, faire croire au sorcier que je suis de son côté, puis me retourner contre lui au bon moment afin de sauver Miezi. Oui, c'est ce que je vais faire. Les heures passèrent. Du côté des villageois, ces derniers avaient perdu tout espoir de revoir les jeunes du village vivants, tout comme les parents de Miezi et Bomingo. Chacun faisait sa vie avec inquiétude et tristesse, ne sachant pas si leurs enfants étaient morts ou encore en vie. La mère de Bomingo était désespérée, se lamentant de la disparition de Miezi. « Hé, ma fille, j'ai perdu ma très belle fille. Jamais ma vie est partie avec elle. » Le lendemain, Bomingo finit enfin par arriver au repère du sorcier. Il commença à s'approcher prudemment de l'entrée de cette immense demeure. Elle était construite en briques de terre rouge et orangée. D'étranges symboles entouraient la demeure avec des ossements d'animaux. Le jeune homme regardait autour de lui, espérant retrouver les amis de sa sœur ou un indice qui le mènerait à Miezi. Tout à coup, deux hommes grands et masqués attrapèrent Bomingo qui se débattait. Il reçut un coup violent sur la tête, puis perdit connaissance. Le jeune homme se réveilla dans une grande salle colorée. Les murs étaient recouverts de masques de toutes sortes et de toutes tailles, ainsi que des tapisseries. Bomingo, un peu étourdi, remarqua que ses poignets et ses chevilles étaient fermement attachés. Il entendit alors des voix, puis reconnut de suite les voix de sa sœur et de ses amis qui étaient partis à sa recherche. Il fut soulagé de réaliser qu'ils étaient toujours en vie. Il commença à s'agiter, essayant de se libérer, lorsque soudain, il entendit une voix grave jaillir de nulle part. « Eh bien, je ne suis plus tranquille depuis que j'ai emmené cette fille. J'en ai assez de tous ces intrus insouciants qui se prennent pour des héros. » Apparaît alors un homme maigre et âgé,
vêtu d'une peau de léopard. Il portait des dizaines de bijoux ainsi qu'une coiffe de grandes plumes rouges avec des cornes de zébu. Bomingo décida alors d'appliquer son plan. Il devait être très crédible, sinon personne ne sortira vivant de cet endroit. Le sorcier reprit la parole. « Ah, comme c'est drôle, j'ai pris une seule personne et me voici avec cette autre dans ma demeure. Me voilà bien équipé pour mon rituel de ce soir. » Il s'adressa à Bomingo. « J'imagine que tu es venu pour délivrer mes prisonniers. Sache, jeune homme, que ta venue est suicidaire. Tu n'es même pas armé. Comment veux-tu me vaincre? En m'étouffant avec ta bedaine, peut-être ?» Bomingo éclata de rire. Désormais, les remarques sur son poids ne le vexaient plus. Le sorcier, surpris de sa réaction, se mit à crier. « Ce n'est pas censé être drôle !» Le jeune homme ria de plus belle et dit. « C'est donc toi, le grand sorcier. Je m'appelle Bomingo. Et sache que je ne suis pas insouciant au point de lutter contre toi. Je suis venu jusqu'ici pour te remercier. Sache que les personnes que tu retiens prisonniers m'ont toujours rejeté et maltraité. » Le sorcier répondit brusquement. « Je ne te crois pas, petit arrogant rodouillet. Personne ne parcourt de si nombreux kilomètres dans le seul but de remercier une personne. » Bomingo ne se laissa pas intimider et continua de jouer son rôle à la perfection. Il poursuivit. « Mais tu as raison, grand féticheur. En réalité, j'ai un service à te demander. Je veux me venger de tes prisonniers. Ça fait des années que je suis rongé par la rancœur, et je n'ai jamais osé passer à l'acte. Mais aujourd'hui, je suis prêt. Grâce à toi, c'est l'occasion parfaite. » En prononçant ces mots, Bomingo se promenait dans la grande pièce et passa sa main sur une des lances accrochées au mur. Il la prit en tremblotant de colère. « Grand sorcier, laisse-moi me venger, laisse-moi les tuer !» Bomingo se mit à regarder le vieil homme en s'efforçant de communiquer autant de haine dans son regard. Après un moment, le sorcier fut convaincu et se mit à réfléchir. « Une histoire de vengeance, cela est intéressant. Mais après tout, pourquoi te rendrais-je ce service, hein ?» Le jeune homme répondit. « Eh bien, disons que si tu me rends ce service, je te donnerai ce que j'ai de plus précieux en échange. Je veux que tu me transformes en une bête qui pourra tuer tes prisonniers en quelques secondes. » Le féticheur demanda en levant un sourcil. « Quelle est la chose la plus précieuse que tu possèdes pour acheter ta vengeance ?» Bomingo sortit de son baluchon la plus belle de ses étoffes qui lui avait coûté des mois de travail. À vrai dire, il était extrêmement peiné de devoir donner son plus beau tissage à un homme aussi mauvais et aussi maléfique. Mais pour sa sœur, il était prêt à tout. En voyant l'œuvre de Bomingo, la méfiance qui crispait le visage du vieux sorcier s'en alla aussitôt. Des années et des années sur cette terre, il n'avait jamais vu une telle merveille. Le tissage était si coloré et si raffiné qu'il en devint hypnotisé. Après un moment de silence, Bomingo demanda « Alors, marché conclu ?» Le sorcier continuait de regarder l'étoffe, puis finit par accepter. Il envoya des hommes détacher Bomingo et l'escorter dans une chambre. Alors qu'il quittait la grande pièce, le sorcier dit au jeune homme « Ah, j'ai oublié de te dire, personne ne sort vivant de ma demeure. Sache que dès l'instant où tu auras tué tes congénères, tu resteras prisonnier à ton tour. En effet, l'étoffe que tu m'as donnée est le prix de ta vengeance et non pas de ta survie. Eh oui, tu aurais dû y penser avant. La ruse est mon domaine de prédilection. J'aurai besoin de toi pour mon prochain rituel. Allons, estime-toi heureux, car tu pourras mourir tranquille après t'être débarrassé de tes camarades. Le rituel aura lieu ce soir, dans quelques heures. » Bomingo fut enfermé dans une chambre décorée de gris-gris et de curieux bibelots. Le jeune homme préférait ne pas faire attention à l'atmosphère dérangeante de la pièce et était si épuisé qu'il essaya de dormir. En fermant les yeux, il pria Dieu de le faire sortir, lui, sa sœur et son groupe d'amis de cette maison du mal. Un peu plus tard, Bomingo fut brutalement réveillé par un des hommes du sorcier.
« Réveillez-vous, étranger. Notre maître vous ordonne de boire ceci. Vous devez être prêt dans 1 heure pour le rituel. Buvez-la maintenant. » Il posa la potion près de Bomingo et s'en alla en l'enfermant de nouveau. Le jeune homme remarqua que cette potion était très opaque et avait une texture épaisse. Il décida donc de prendre sa gourde et d'ajouter de l'eau dans cette potion afin de la liquéfier. Cela fut plus simple pour lui de boire la curieuse mixture. Après avoir bu la dernière goutte, il ne se passa rien. Puis après quelques minutes, Bomingo se sentit mal et son corps le faisait souffrir. Il finit par s'évanouir, ne supportant plus la douleur. Quand le jeune homme se réveilla, il réalisa que son corps avait anormalement grandi et grossi. Des poils noirs recouvraient entièrement son corps. À présent, il possédait une gueule dotée de 2 rangées de dents semblables à celles d'un requin. Bomingo n'avait plus rien d'humain, sauf peut-être sa conscience, car, en mettant de l'eau dans sa potion, il en avait réduit les effets. 2 hommes du sorcier entrèrent dans la chambre avec des grosses chaînes et ne semblaient pas surpris de la métamorphose de Bomingo. Ils l'attachèrent, puis l'emmenèrent à la grande salle où avait lieu le rituel. Notre héros, malgré son emprise, cherchait le sorcier du regard qui se tenait en hauteur contemplant la scène. D'ailleurs, en parlant de scène, Bomingo se retrouva face à sa sœur Miezi. Idrissa et ses autres amis étaient là aussi, tous attachés et morts de peur en voyant notre héros dans sa peau de bête effrayante. Cher public, sachez que si Bomingo aurait bu la potion telle quelle, il n'aurait pas reconnu sa sœur et les aurait tous dévorés sans réfléchir. Heureusement, sa conscience humaine a été préservée. On le libéra de ses chaînes, et en cet instant, Bomingo poussa un cri fort. Du haut de ses 3 mètres, il put rejoindre le sorcier d'un bond et sans attendre, lui ôta la vie en quelques secondes. Le sorcier aurait pu se protéger d'une telle attaque, mais il était si choqué de voir que cette bête avait épargné ses prisonniers. Ces dernières secondes sans réaction lui ont été fatales. La surprise le gagna et la mort l'emporta. Plusieurs guerriers se jetèrent sur la bête qui n'eut aucune difficulté à les mettre hors de combat. Bomingo s'approcha de sa sœur effrayée, l'attrapant de ses pattes avant et prit la fuite. Idrissa et les autres les suivirent, essayant de se défendre des guerriers qui les empêchaient de passer. Seulement, les effets de la potion ne durèrent pas longtemps. Le jeune homme ne tarda pas à retrouver sa forme humaine sous les yeux choqués de Miezi et ses compagnons. Ils réussirent à sortir de la demeure du sorcier. Les jeunes gens couraient le plus vite qu'ils pouvaient, toujours poursuivis par les guerriers prêts à venger la mort de leur maître. Les jeunes gens paniqués se précipitèrent autour de la grande demeure à la recherche d'une cachette. Il faisait nuit noire et le seul éclairage qu'ils avaient était la lune qui était pleine ce soir-là. Heureusement pour eux, d'immenses fétiges et de sculptures de toutes sortes ornaient les alentours. Ils se cachèrent tous, attendant que les troupes du sorcier s'éloignent pour reprendre la fuite. Bomingo n'avait plus aucun signe de la bête qu'il était quelques instants plus tôt. À vrai dire, le jeune homme n'avait jamais été si heureux de retrouver son apparence, même si elle attirait les moqueries dans le passé. Sa sœur Miezi prit son petit frère par le bras, puis s'empressèrent de se mettre en route. Ils étaient tous blessés, mais la peur leur faisait oublier la douleur. Le retour fut éprouvant pour nos jeunes gens, qui couraient jusqu'aux aurores. Bomingo décida de guider sa sœur et ses camarades vers la maison de la vieille femme qu'il avait rencontrée à l'allée. Au lever du soleil, ils se dirigèrent vers la maison de cette dernière. En arrivant, ils toquèrent à la porte, et lorsque la vieille femme le rouvrit, ses yeux s'écarquillèrent en voyant Bomingo, toujours en vie. Il lui dit alors «
Excusez-nous, grand-mère, nous avons besoin de votre aide, nous venons de fuir de... La vieille femme comprit tout de suite la situation. Avant que le jeune homme termine sa phrase, elle les laissa entrer en disant « Bomingo, tu as aidé mon petit-fils, c'est à mon tour de t'aider. Seulement, si on frappe à ma porte, vous devrez vous cacher. Installez-vous, je vais vous soigner. » En la remerciant, les jeunes gens entrèrent, reprenant leur souffle. Lorsque la vieille femme revint avec de l'argile et des bandages, tout le monde était déjà endormi. Pendant que Bomingo et ses compagnons dormaient profondément, la maîtresse de maison commença à préparer à manger. Soudainement, la terre se mit à trembler. Elle regarda par la fenêtre, puis vit des dizaines et des dizaines d'hommes masqués et armés jusqu'aux dents. Sans perdre une seconde, elle se précipita pour réveiller tout le monde. Elle retira son tapis du sol et ouvrit une trappe qui mène à une réserve souterraine. Son petit-fils, inquiet de toute cette agitation, demanda ce qu'il se passait. « Aide-moi à les réveiller, vite, ils doivent se cacher !» L'enfant obéit et reconnut Bomingo encore endormi. Il le secoua en criant « Vite, réveille-toi, réveille-toi !» Le temps que les jeunes gens réalisent la gravité de la situation, les guerriers du sorcier étaient déjà arrivés, en train de frapper violemment à la porte. La vieille femme envoya tout le monde se cacher dans la réserve souterraine. Il n'y avait pas beaucoup de place. Tous se tassaient, collés les uns contre les autres. La vieille femme ferma la trappe avec difficulté, remit le tapis, puis alla ouvrir. « Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez ?» Un des hommes lui expliqua le but de leur venue. Puis tous entrèrent dans la maison malgré les protestations de la grand-mère. Ils fouillèrent partout mais ne trouvèrent rien. Ils quittèrent alors les lieux. Avant leur départ, la vieille femme leur dit « Attendez, il me semble avoir vu un groupe de jeunes gens passer par ici. Je les ai vus courir vers le nord. » Elle pointa du doigt une chaîne de montagnes dans le lointain. En entendant cela, les hommes masqués se précipitèrent vers la direction indiquée. Elle attendit qu'ils s'éloignent assez pour faire sortir Bomingo et les autres de la réserve. La vieille femme les soigna de leurs blessures, puis s'occupa d'eux comme une mère dévouée. Le lendemain, ils décidèrent de rentrer au village. Ils remercièrent chaleureusement la vieille femme qui les avait sauvés. Avant de partir, Bomingo offrit sa torche au petit garçon. « Quand tu retourneras à la rivière pour chercher de l'eau, lui dit-il, emmène cette torche avec toi et allume-la si tu rencontres une hyène. Elle aura alors peur du feu et elle te laissera tranquille. Que Dieu vous protège tous les deux, toi et ta grand-mère. » Ils firent leurs adieux, puis se mirent en route. Bomingo, Miezi, Idrissa et les autres, tous, marchèrent des heures et des heures pour enfin arriver au village. Les mots sont faibles pour décrire la joie des parents et des autres villageois. Les jeunes gens racontèrent leur périple et, autant dire que Bomingo fut considéré comme un héros. Depuis ce jour, le surnom du jeune homme changea. On ne l'appelait plus Bomingo le Gros. À la place, tout le monde l'appelait Bomingo Elombé, ce qui signifie Bomingo le héros. Plus personne ne se moquait de lui, ni de son surpoids, ni de son goût pour le tissage. Miezi avait beaucoup de reconnaissance envers son petit frère. Depuis son retour, Bomingo reprit son tissage et, pour le remercier, Miezi l'aida à commercialiser son travail. Comme elle était la fille la plus populaire du village, elle connaissait du monde. Miezi utilisa donc son cercle social pour vendre et faire connaître les œuvres de son frère. Les années passèrent, les villageois vivaient dans la paix. Miezi et Idrissa se marièrent avec la bénédiction et la joie des deux parents. Du côté de Bomingo, il devint aux yeux de tous les Congolais, puis aux yeux de toute l'Afrique et enfin aux yeux de tous les peuples, un grand artiste de l'aiguille. Il voyageait dans le monde, son travail restait toujours autant apprécié et demandé. Il était devenu riche et soutenait sa famille ainsi que tout le village financièrement. De retour d'un de ses voyages, Bomingo s'installait sur la place du village avec les enfants et les adolescents. Il leur disait souvent « N'aie jamais honte de ta différence. Les gens t'accepteront si tu t'acceptes toi-même.
Le chemin de l'homme qui fait comme tout le monde, qui imite les autres, est semblable à une pente facile à parcourir, mais qui ne mène nulle part. Quant au chemin de l'homme épanoui, il est difficile, mais sa destination est bien meilleure. Lorsque notre tisserand passait par les champs, cela lui arrivait souvent d'entendre certaines personnes chanter cette comptine que les villageois ont inventée le jour où sa sœur, les jeunes du village et lui-même sont revenus du repère du sorcier, il y a des années de cela. Izalaki moko lo moko, bomingo hellambe. Azalaki kiseni abikisi, agangan kisi nanzambe pe bomingo. Izalaki moko lo moko, bomingo hellambe. Azalaki kiseni abikisi, agangan kisi nanzambe pe bomingo. Il était une fois Bomingo le héros. Il était différent, délivré du sorcier, grâce à Dieu et Bomingo.